Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 25 de la deuxième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut Antoine, t'es revenu chez toi? Ça y est, de retour à la maison et puis je suis pas revenu tout seul, tiens, j'en ai profité pour inviter Yvan Mokhtar. Bonsoir Yvan. Bonsoir les amis, c'est un vrai plaisir d'être avec vous. Je suis tellement heureux d'être là. C'est partagé. Exactement, le plaisir est partagé. Vous allez voir, Yvan a fait un boulot incroyable. C'est un auteur-dessinateur, quoi. Il va nous expliquer. Vous l'avez peut-être vu chez Jérôme. Hein, on a eu le plaisir de le découvrir chez toi et puis aussi chez Nurea aussi, je crois que tu es passé, et puis d'autres chaînes. Mais en tout cas, voilà, c'était un plaisir et c'est un plaisir de te recevoir ce soir à la maison pour présenter ton livre dont on vous parlera dans quelques instants. Mais comme on a un programme très très chargé, donc ce soir on aura le courrier des lecteurs, on aura la page de l'IA, on va vous parler de Cube, on va vous parler donc du livre d'Yvan, puis après on finira sûrement l'émission sur une autre plateforme parce qu'on va parler de choses qui fâchent en ce moment du côté des collégiens. Mais on commence par le courrier des lecteurs, et j'ai reçu une photo que je vais vous partager, et puis je vais vous laisser réagir dessus, Jérôme, Yvan, et puis vous aussi hein, dans le chat, n'hésitez pas à dire ce que vous voyez, parce que je vais vous la montrer, mais petit à petit cette photo. Allez, je partage. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous voyez? Un soleil, moi je vais dézoomer. Un soleil à droite, là. Je sais pas, on a l'impression que c'est une photo du ciel. Elisabeth qui nous envoie cette photo. Oh, d'accord. Alors, ça doit être une orbe. Non, c'est pas Elisabeth de Canini, c'est pardon. Mazur, mais peut-être, ça pourrait ressembler à une orbe. Donc c'est elle-même qui a pris la photo. On dirait un flash de quelque chose, mais de quoi? Ah, d'accord, c'est ça. Le soleil, donc, avec un autre petit soleil à côté. Est-ce qu'elle n'est pas étrange, cette photo? Donc c'est une photo qu'elle a prise face soleil. Et elle voyait quelque chose de bizarre, donc elle prend face soleil, et voilà ce qui ressort sur la photo. Alors je lui ai demandé si c'était pas un argentique, hein, parce que ça fait un peu superposition d'images pour ceux qui ont connu l'époque des argentiques. Si vous oubliez de rembobiner d'un cran la photo, voilà, les pellicules. Alors, pardon, mais pour avoir l'habitude de regarder de l'argentique, cette photo, on n'est pas là-dessus. C'est ce que je veux dire. Après, non, on est bien sur du numérique dans tous les cas, tu as raison. Mais on a l'impression de voir une partie d'une planète, en fait, aussi, quand tu redézoomes, Antoine. Moi, ça me fait penser à tu vois, comme s'il y avait une grosse planète qui est devant le soleil, enfin, ou derrière le soleil, on ne sait pas trop, tu vois. Ça fait plutôt penser à une sphère, quelle est-elle? Ça, je n'en sais rien, mais qui crée une onde autour. Oui. Parce que quand on voit, tout du moins, c'est l'analyse d'image que j'en fais, on a vraiment cette impression de profondeur. Après, qu'est-ce que c'est? Oh la vache! Et c'est pas la première fois que je vois ce type de photo. Hein. J'ai déjà vu ce type de photo passer, où on voit justement des personnes prennent le soleil en photo, et à côté, on devine un autre petit soleil plus petit. Alors, est-ce que c'est un effet d'optique? Est-ce que c'est quelque chose sur le comment? Alors, quand tu parles du petit soleil, tu parles de ça, toi, Jérôme? Oui, moi, je parle de ça, là, le tout petit, là, qui est là. Mais après, oui, on distingue cette grosse sphère, et on en devine une bleuâtre violet, un petit peu derrière aussi, en décalage. Tu vois oui. Mais même plusieurs, en fait, si on regarde bien. Après, c'est un peu la problématique du numérique. C'est-à-dire que le logiciel va de lui-même créer certaines formes. Tout à fait. Ce qui est un peu compliqué. Mais pour faire de l'analyse. Est-ce qu'Elisabeth voyait ce deuxième petit soleil à l'œil nu avant de prendre la photo? Alors, je ne suis pas sûr que c'est le deuxième petit soleil qui est pris. Moi, je pense que c'est plus la forme. On dirait une grosse planète. Alors, je vais demander si c'est pas une photo prise derrière parce que je les entends, là, vos commentaires. Là. Si c'est pas une photo prise derrière une vitre avec le reflet de quelque chose, non, c'est vraiment à l'extérieur.
Non, puis là, pardon, je fais valoir ma carte d'expert image. J'affirme, ce n'est pas une photo prise à travers une vitre. Je pourrais vous donner le détail de comment je l'analyse, mais en fait, c'est à cause des arbres. Non, là, il y a véritablement quelque chose. La question, c'est quelle est cette chose? Ça, c'est plus compliqué. Parce que le truc, c'est que quand on est face plein soleil, il suffit que vous tombiez sur une toile d'araignée, un papillon, quelque chose. Il va énormément refléter la lumière et vous donnez l'impression que c'est une boule ou quelque chose. Et le truc, il est que vous ne savez pas. Là, ce qui est vraiment dérangeant, c'est cette espèce d'autre sphère qui est autour et qui, là, pose plus de problématiques, très sincèrement. Tel quel, je ne saurais pas dire. C'est Nibiru qui est en approche. la 12e planète. Oui. Zacharias Sitchin. Il me semble que Anton Parks est en train de raconter deux, trois petites choses sur cette personne et sur pourquoi il racontait cette histoire. Il me semble. Les Anunnaki vont pas tarder à débouler. Bon, et puis pour finir ce courrier des lecteurs, eh bien, on a amené carrément le lecteur, c'est encore plus simple que son courrier. C'est Yvan, voulait réagir sur... vous savez, on a fait une spéciale Albator la semaine dernière, et tu avais deux anecdotes, deux constats que tu as fait sur des épisodes d'Albator, qui à l'époque sont passés complètement inaperçus parce qu'on n'était pas du tout avec cet état d'esprit, mais qui aujourd'hui, d'ailleurs, ne passeraient peut-être plus du tout à la télé. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Tout à fait, mon Antoine. Moi, juste pour vous dire, je suis pas un énorme fan d'Albator. Mon héros, il est ici. Il s'appelle Cobra. Voilà, avec son psychogun. Voilà, c'est mon premier héros de jeunesse. Après, sur Albator, je les ai revus il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour vous remettre dans le contexte, Albator, c'était pas une série comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire une série à suite qu'on suit saison par saison, année par année. Pas du tout. En fait, c'était une histoire qu'on racontait et Albator a été diffusé en 3 histoires. Je vous en parlerai que de 2. De la première, qui, selon moi, est assez dérangeante. Parce que on a toute la première histoire qui est laquelle ? Qui est un corsaire de l'espace qui kidnappe une petite enfant uniquement dans le but que cette petite enfant lui joue un air de flûte ou d'ocarina, au vu de l'instrument qu'elle utilise, de nuit dans un cimetière. Je pense qu'il ne faut pas être un grand psychologue pour voir une certaine analogie. Et ce qu'il y a de plus dramatique, pour moi, de plus dramatique, c'est que le fameux grand militaire avec sa grosse moustache qui le poursuivait pendant toute la saison, quand il entend, parce que ça c'est vraiment pervers, parce que le héros Albator, là, il le fait écouter à l'univers en entier, le coup de la flûte. Eh ben, le militaire s'arrête, se met à pleurer et explique à l'univers, enfin à tous ceux qui écoutent, que mon Dieu, il ne faut plus essayer d'arrêter Albator parce que c'est tellement beau que tous les hommes devraient connaître cette félicité. Voilà, ça c'est le premier point. Dit comme ça, effectivement. Écoute. C'est les petits détails de la série. Quand on avait 10 ans, on n'a pas vraiment fait attention. Sûrement. On n'avait pas cette analyse à ce moment-là. Bon. Voilà, ça ne nous avait pas particulièrement choqué. On est bien d'accord. Non, mais moi, concrètement, non, mais clairement, c'est sûr l'avais pas qu'aujourd'hui… revu 30 ans passés, je n'aurais pas percuté, très sincèrement. Et le deuxième point, donc je passe à la deuxième série, j'arrive direct à la troisième série avec les sylvidres. Donc ces femmes extraterrestres qui sont à moitié plantes et que c'est elles les ennemis. Sachant qu'on ne les a jamais vus attaquer des humains dans la série. Jamais. Tout ce qu'on a vu sont les humains qui, dès qu'ils les voient, les attaquent.
on a un épisode très particulier. Donc, dans cette saison, on a Albator qui, pour changer, prend un petit adolescent sous son aile pour lui apprendre la vie, de comment c'est qu'être corsaire, comment c'est que trucider des gens, et ainsi de suite. Voilà. Donc, la bonne chose à montrer à nos enfants. À un moment donné, donc, on a un épisode où Albator et ce jeune homme rentrent en catimini dans un appartement. Albator ne dit rien à l'enfant. Il lui dit juste « Ah, c'est un test ». Bon, why not? De là, donc il rentre en catimini et on voit un couple donc un humain et une sylvidre, une femme extraterrestre. Ils sont en train de discuter et ils sont en train de dire mais oh là là, mais pourquoi les sylvidres et les humains se battent? Nous, tout ce qu'on veut, c'est s'aimer et être ensemble. Après tout, qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça dans le monde? Pourquoi se battre? Et là, le gamin auquel a donné précédemment Albator un flingue, parce que c'est bien connu, il n'y a rien de mieux pour éduquer nos adolescents que de leur donner une arme à feu, enfin une arme, tout du moins. Lui, il pète un câble et il tue les deux. Et il explique à Albator que il faut surtout pas les laisser proliférer. Voilà. Je pense que ces deux exemples démontrent à quel point on a fait des expériences sur nous quand on était gamin. Parce qu'en vrai, que ce soit Cobra, que ce soit Albator, parce que j'aurais aussi beaucoup à dire sur Cobra, mais ça ferait l'objet d'un autre Mimi ou d'une autre émission. Mais on a vraiment fait des expériences sur nous. Les mystériosités d'or, Albator, Cobra et tellement d'autres. Oh là là. Ouais, j'en parlais la semaine dernière. Pour moi, c'est des dessins animés initiatiques. Tout à fait. Voilà. Donc après, le fond de l'histoire, évidemment, quand avec un esprit de 30 ou 40 ans, tu vois des choses mais que tu as quand même enregistrées quand tu étais enfant dans ton subconscient. Tout à fait. Ok. Merci, voilà. Merci pour cette analyse d'Albator. Voilà. Oula, c'était pas une analyse. Non, mais cette réflexion, ce constat, en effet. Non, mais merci. Il va nous casser notre rêve. Voilà, un nouveau ban. Voilà, bigo. Du coup, tu vois, tu m'as redonné envie de regarder Albator pour vérifier tout ça. Et puis, il y avait aussi un commentaire qui parlait de Galaxy Express. Galaxy 1900. Ouais, voilà. Ça m'a donné envie de re-regarder ces vieilles séries. C'est vrai que ça... Allez, on enchaîne, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire ce soir et à voir. Et on va passer, bien sûr, la chronique de l'IA. Et je vais faire un petit partage. Alors, c'est un article de Science et Avenir qui nous parle, alors non pas tout à fait d'IA, mais d'IO. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'IO? Du tout. Intelligence organisée? Pas loin, mais pas tout à fait. C'est l'intelligence organoïde. Donc, un terme qu'on n'entend pas souvent, l'intelligence organoïde. Grosso modo, c'est un système on va dire, de reconstruction neuronale à partir de cellules du vivant, avec l'objectif, c'est de pouvoir imiter un cerveau, en tout cas pouvoir utiliser les capacités calculatoires d'un cerveau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, aucun ordinateur à proportion gardée n'arrive à battre un cerveau. Alors, même un ordinateur quantique n'est pas capable de faire le même nombre de connexions que ce que fait le cerveau humain. C'est la meilleure machine qu'on ait. C'est exactement la meilleure machine qu'on ait. Alors, l'article disait, par exemple, en 2013, le 4e plus grand ordinateur du monde a mis 40 minutes pour modéliser une seconde de 1% de l'activité cérébrale d'un humain. 40 minutes. Peut-être que ça s'est amélioré depuis, mais en réalité, aujourd'hui, les ordinateurs n'arrivent pas à battre les cerveaux. Donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà, s'il y a des informaticiens parmi vous, ils pourront nous dire, mais si, il y en a des ordinateurs qui arrivent à battre, effectivement.
C'est le. Oui, le fameux genre d'échec, par exemple, hein, c'est ça. Il y avait un ordinateur qui avait battu un des meilleurs joueurs d'échecs, je crois. Oui, mais alors oui, c'est mais Deep parce Blue que contre l'ordinateur, Kasparov. enfin, Non, c'est Deep Blue contre Kasparov. Ça a été la première victoire d'une intelligence artificielle sur l'humain, et c'est par rapport au jeu d'échecs. mais parce qu'il il était y a encore concentré à 100% sur qu'un jeu d'échecs. C'est ça. Et mais puis, c'est surtout que ça a été une victoire, mais on ne parle pas du nombre d'échecs. Oui. Et alors, avant et après. Et rappelle-toi aussi, l'année dernière, on avait parlé d'une intelligence artificielle aussi qui avait battu le meilleur joueur du monde de bridge, où la difficulté était encore plus grande par rapport aux échecs. Mais bon, on n'en est pas là. Là, on parle vraiment d'ordinateurs capables de faire autant de calculs, de connexion qu'un cerveau humain. De connexion, d'analyse qu'un cerveau humain. Alors, il y en a un en juin 2022. Il y a un super ordinateur, le super ordinateur Enterprise Frontier, l'OLCF5, qui a dépassé la puissance de calcul estimée d'un seul cerveau humain, à savoir un hexaflop, soit 100 000 fois plus efficace qu'un MacBook d'Apple pour ceux qui utilisent Apple. Simplement, si on compare donc ce qui est comparable, un cerveau humain, ça pèse à peu près 1,4 kg et ça consomme 20 watts d'énergie, alors que le fameux super ordinateur OLCF5, eh bien, il fallait un hangar de 680 mètres carrés. Et 21 mégawatts. Oh, c'est petit, c'est petit. Non, mais c'est petit. Et 21 mégawatts, donc soit 1 million de fois plus de consommation que le cerveau humain, pour pouvoir réaliser la même opération. Donc, voilà, qu'on se rassure, même si aujourd'hui, ça va être le nouvel Eldorado de la science, de pouvoir faire des cerveaux, des intelligences organoïdes. De toute manière, tous les films et tous les romans de science-fiction en parlent. Ce sont les fameux androïdes où on leur donne des formes humanoïdes, et puis les plus évolués ont effectivement un cerveau organique. On n'est pas encore là, mais on voit que c'est toujours dans l'air du temps, et donc il y a eu des appels de l'université de Johns Hopkins pour essayer de recruter les meilleurs scientifiques du monde pour travailler là-dedans. Si je puis me permettre pour connecter à mon travail à moi, nous, donc on parle de vie antérieure et de choses qui sont passées très loin dans le passé. Oui, très clairement, on était sur on n'était pas comme aujourd'hui sur de la technologie mécanique qui nous permettait on était sur de la technologie organique. Et pour le coup, effectivement, je crois très sincèrement c'est pas qu'il y a une piste, il y a un boulevard pour cette technologie-là. Après, encore une fois, et c'est une question que vous avez posée, je ne sais pas sur combien de Mimi encore, mais il y a cette vraie question de pourquoi faire la chose. Comment, est-ce que ça nous aide? Est-ce que ça aide le monde? Est-ce que voilà. Comment ça va se terminer cette histoire? Voilà, je rentrerai pas là-dedans, mais effectivement, il y a vraiment quelque chose à creuser à ce niveau-là. Parce que moi, c'est un de mes leitmotifs. Notre société a vraiment mis toute sa connaissance pour la technologie mécanique. Mais on a oublié la technologie du son, la technologie juste de l'énergie, la biomécanique, ça, on l'a juste supprimé. Et on y revient aujourd'hui, ben tant mieux. Enfin, quelque part, j'ai envie de dire tant mieux. Après, voilà, encore une fois, c'est tant mieux ou pas. Est-ce que ça va nous permettre de passer le cap, ou est-ce qu'on va encore revenir en arrière et puis retourner à l'état d'être des cavernes et voilà.
On n'était peut-être pas si mal que ça, l'état d'être des cavernes. Quand même, ça chie. Hein. Moi, j'aime bien ma tablette graphique. Avant, tu prenais des morceaux de charbon, puis tu gravais sur les parois de ta caverne, que je te dise. Oui, ou pour ceux plus intelligents, ils fabriquaient du papier aussi. Oui. Alors, effectivement, le fait d'avoir des bouts de bois brûlés, certains appellent ça du charbon. Chez nous, on appelle ça des fusains. Tu vois, c'est plus joli. Mais c'est rien d'autre que ça. C'est un bout de bois qui est cramé et tu dessines avec. Eh bien, en parlant de fusain, de papier, de crayon, il paraît, Yvan, alias Mokhtar, que tu te serais rendu coupable de produire ce livre, Esquisse de Mu, Souvenirs antérieurs, avec 3 camarades à toi. Vraiment, c'est le genre de livre on adore. On retrouve toute une âme. Voilà, il y a une histoire, il y a une intention. Tu vas nous raconter tout ça, mais déjà en 2 mots. Mais qui es-tu, Yvan? Parce que finalement, on t'a même pas présenté depuis que tu es arrivé. Alors, très sincèrement, déjà, merci beaucoup pour ces merveilleux compliments. Moi, je suis juste un illustrateur au départ. Je ne me prétends pas être un auteur, loin de là, pour avoir tellement de problèmes à écrire. Mon Dieu. D'ailleurs, je voudrais mettre un énorme merci à Sophie Navarro qui m'a donné une aide phénoménale pour corriger les fautes d'orthographe et les fautes de français sur mon livre. Bon, même si je ne suis pas Jules, mais quand même, on n'était pas loin. Pour l'histoire, alors je suis désolé, j'ai vraiment le sentiment d'avoir trop fait d'émissions et d'avoir trop parlé de ce livre. Du coup, j'ai un petit peu du mal. Je vous invite à juste taper Mokhtar dans la barre de recherche YouTube et vous tomberez sur un certain nombre d'émissions. Allez voir sur Horus, l'émission qu'on a fait ensemble. Sur Horus, sur Nurea, peu importe la chaîne, j'ai envie de dire, allez-y, il y a des infos. Là, ce soir, je veux vous présenter l'ouvrage que vous montre Antoine directement à l'écran. Juste pour vous dire, j'ai fait un tout petit texte, c'est la première partie, c'est celle-ci, qui est assez petite, qui raconte qui je suis, pourquoi, comment j'en suis arrivé à faire ce truc-là, avec des dessins de l'époque. Ensuite, on a une deuxième partie qui a l'air petite, mais qui n'est pas tant que ça, puisque ce sont en fait les parties de mes 3 amis, Manuel Terrac, Franck Ferrandis et Romain Priou, qui m'ont fait la joie et le plaisir de participer à cette œuvre. Pour la petite anecdote, j'ai adoré ça avec eux. Franck Ferrandis et Manuel Terrac, au début, je les ai contactés parce que je voulais utiliser une partie de leur travail, mais en tant que vignette, c'est-à-dire un tout petit truc pour montrer qu'ils font leur travail. Et les deux m'ont répondu avec un fichier WeTransfer énorme. Et du coup, ça donne ça. Je me retrouve avec ça. Et donc, ça y est. Et là, après, en fait, vous avez une première partie. Donc, ce sont des dessins noirs et blancs que j'ai un petit peu. Dont tu es l'auteur, on est bien d'accord. Ah oui, bien sûr. Mmh. Oui. Tout ce que je présente vient de moi, ou alors je dis que c'est pas de moi. Voilà. Donc, une partie en noir et blanc, une partie qui est en couleur, qui est travaillée sur tablette graphique, avec différents logiciels, Photoshop, Clip Studio, tout ça. J'essaye vraiment de faire vite au niveau présentation. Tout ça pour vous dire que, voilà, en tout, dedans, il y a plus de 200 illustrations. Là, ce que peut vous montrer Antoine éventuellement à l'écran sont des illustrations de l'époque, par rapport au texte. C'est ça, on a l'impression quand voilà. parcours. Tiens, regarde, reste sur celle-ci. Tu vois, c'est au début, quand j'ai contacté Franck Ferrandis, je pensais à ça.
c'est-à-dire une vignette avec son illustration par rapport au Sunderland. Voilà. Et faire le comparatif avec mon illustration de la Lémurie que j'avais présentée à Romain sans que aucun de nous ne soit contacté entre-temps. Et par chance et par amitié et par amour du travail, voilà, Franck m'a envoyé plusieurs planches qui sont dans ce livre. C'est vraiment merci et remercie derrière. Je ne sais pas comment le dire. Alors, Yvan, c'est juste un énorme kiff. Yvan, donc, ce qui est marrant, effectivement, quand on parcourt ton livre, c'est on a l'impression de voir ton évolution au fil des années. Je crois que les premières planches, c'est quoi? C'est 96, 97, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et, je vais avoir 15 ans. C'est ça. Alors, on le voit d'ailleurs au niveau du trait, que le trait de dessin, ça s'affirme. Hein. Si vous comparez les premières pages et les dernières, voilà. Il y a un artiste derrière qui a grandi, hein, voilà. qui a évolué. Ouais. Qui a évolué. Mais c'est super intéressant parce que du coup, ça nous replonge aussi, nous, dans nos années où on pouvait griffonner, où on se posait tout un tas de questions. Et puis, bon, voilà, tu abordes des sujets qui sont des sujets qui sont chers à Mimi. Hein. On retrouve effectivement tout un tas de sujets qu'on évoque très régulièrement. Et puis voilà, quoi. Moi, c'est ce côté cahier d'écolier, avec tes illustrations, tes pensées du moment. Donc, qu'est-ce que tu as voulu faire passer, toi, là-dedans C'est quoi ton message de fond? Le fond du fond, c'est de dire aux gens, vous voyez des trucs chelous, n'ayez pas peur. Restez calme, respirez. N'oubliez pas qui vous êtes. Mais surtout, essayez de comprendre et essayez d'y mettre un minimum de cohérence. Parce que croyez bien que, en ce qui me concerne, le souvenir de vie dont j'ai le plus avec lequel j'ai le plus de connexion, avec lequel je suis le plus en phase, il date d'il y a très longtemps. Et concrètement, quand ça m'est arrivé à 15 ans, je vous jure, j'ai croisé les doigts d'être fou. Parce que la folie, ça se soigne. Malheureusement, je ne l'étais pas. Et donc, je n'ai pas pu me soigner. Et donc, il a fallu que je travaille sur mon acceptation de la chose. Et je vous le dis, ces informations ne sont pas là pour rien. Elles apparaissent pour une raison. Là, c'est la grande question de pourquoi ça apparaît à ce moment-là. Et quelle est qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que cette information pourrait amener? Ça, c'est très compliqué. Je suis désolé. Oh, la vache, j'ai l'impression de me perdre. Vraiment. Non, c'est difficile à expliquer, mais bon, tu l'avais abordé dans l'émission qu'on a fait ensemble. C'est oui, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Et tu as voulu en faire un livre pour. Alors, pour le coup, le livre, il faut vraiment rendre grâce à Romain Priou, parce que ce livre n'aurait jamais vu le jour sans lui. C'est-à-dire que c'est pas un livre qui est sorti comme ça un jour de ma petite cervelle. C'est le fruit de 2 ans de travail avec Romain, qui a fait une série d'émissions sur Nurea TV et avec qui on a collaboré. Et c'est un ami, c'est mon Romain, voilà. Je me l'aime, je me l'adore. Vous l'avez déjà invité, et je vous invite à le réinviter parce que le Romain, il est juste génial, quoi. Mais c'est vrai que sans Romain, oui, non, tout ce travail-là n'aurait jamais pu être fait. On est, comment vous dire, on a 2 ans de travail entre un illustrateur qui était frustré de ne pas trouver un auteur qui puisse, et un auteur qui ne veut pas s'affirmer en tant qu'auteur, qui a fait. Et du coup, on s'est rencontrés tous les deux. Vous êtes bien retrouvés. Carrément.
Après, on n'est pas d'accord sur tout. Il y a des choses voilà, que moi, je préconise que lui, il ne se sent pas encore ou il n'est pas d'accord avec, de la même manière et inversement. Voilà. C'est. Mais c'est un livre très agréable à regarder parce que moi, j'adore ton coup de crayon. Les personnages que tu fais. Merci. Ouais, oui, on est bien d'accord, c'est bien toi là qui dessine là aussi. Hein. Ben oui. Là, concrètement, c'est ça, vous voyez la différence entre voilà, sur 15-20 ans, c'est vrai qu'il y a une belle, très très belle évolution. La grosse différence, c'est que au départ, je travaille sur c'est du crayon papier, c'est du A4 avec un critérium classique, quoi, comme n'importe qui peut le faire, qu'après on scanne. Et derrière, moi, je viens retravailler avec une tablette graphique et où là, je peux vraiment agrandir, machin, et travailler dans le détail. Et c'est aussi pour ça que dans le livre, à chaque fois, dans cette dernière bouture en tout cas, on a l'image et des agrandissements sur le côté pour voir le niveau de détail. Parce qu'il faut bien comprendre que toutes les illustrations faites sur ordinateur font 1 mètre de large. C'est vous dire, voilà, on peut vraiment rentrer dans le détail. Ah oui, ta tablette graphique, elle fait 1 mètre de large. Ah non, pas ma tablette graphique. Non, mais le fichier en lui-même. Si tu travaillais en réel, ça serait comme une grande feuille d'1 mètre. Quoi. Ah oui. Avec des petits crayons. J'adore tes dessins. Je trouvais ça énorme. Ok, bon, en tout cas, il y a aussi de très bonnes références. J'en profite pour saluer Icaris et notre ami Ludovic Bonin, que tu cites d'ailleurs ici. Ah ben oui, Nurea TV, que tu cites ici. Bon, voilà. Moi, quand on lit ça, on a l'impression de se retrouver en famille. Pardon, j'en profite parce que tu montres l'image. Sur cette image précise, tu parlais des hominidés et des hominidés. Oui. C'est bien ça? Oui. Sur cette planche que tu as montrée, malheureusement, il n'y a pas les autres. Je sais pas, ça a l'air d'être mélangé. Non, la planche qu'il y avait avant, en fait, c'est une planche où il y a 4 dessins. Et attends. La planche de départ, c'est celle-ci. Oui. Okay. Voilà. Et vous avez pardon. Hop. Je vais reprendre dans le bon sens. Vous avez un petit texte ici. Et qu'on soit clair, ici est représenté un être néandertal. Pas un homo sapiens, pas un machin, pas un bidule. Et je vous donne quelques références pour aller chercher et pour aller vous investiguer sur ce qu'était capable de faire Néandertal sur nos connaissances aujourd'hui. Et pas selon France 5 ou d'autres messieurs qui, ils se sont levés un matin, ils ont tapé sur des cailloux, voilà, sur ce qu'on sait sur cette culture. Et je vous le dis, Néandertal était loin d'être l'idiot non, il avait notre intelligence. Qui faisait n'importe quoi. C'est même plus qu'une intelligence, puisqu'il savait tisser, il savait construire, il savait reconnaître, il avait une solide connaissance astronomique. Il avait aussi des habitudes mortuaires. Voilà, on en est là. C'est-à-dire que pour rejoindre les Mimi, et c'est pour ça que je vous suis et que je vous adore, qu'on soit bien clair, l'histoire qu'on essaye de nous raconter comme quoi ça fait que 2000 ans qu'on a branché le cerveau et qu'on fait quelque chose, c'est faux. Ça fait très longtemps. Le problème, c'est qu'on a eu des catastrophes. Mais véritablement, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas capable de se rendre compte du niveau que c'est. J'en ai parlé très rapidement, mais imaginez, aujourd'hui, pour une raison X ou Y, on a un rayonnement solaire, quelque chose, fait que
l'intégralité de nos installations nucléaires explose. Comment on survit? Et qui survit? Et comment c'est retenu dans le temps? C'est dans 2000 ans, les mecs, ils parleront d'un jardin magnifique, la France, où tout était beau, où tout était mirifique, et ainsi de suite. Après, nous, on vit dedans et on pourra leur dire, mec, non. On est loin du mirifique. Peut-être qu'on va enquiller sur un autre sujet, mon Antoine. On va en tout cas conclure sur ce sujet-ci. Parce que, je pense que vous l'avez remarqué, Yvan est un très très grand bavard. Mais comme ce que tu racontes est passionnant, on n'a pas envie de te couper. Mais c'est bien, tu me permets au moins d'enchaîner sur ce vieux numéro de Génération Cité d'Or, hein, le numéro 8 de janvier 2022, où on retrouve, entre autres, les deux amis que tu as cités, c'est-à-dire Franck Ferrandis, qui nous fait le plaisir effectivement de nous proposer des planches vraiment magnifiques, donc sur ce numéro qui était un spécial Atlantide, et puis Romain Priou, voilà, qui là aussi nous a doté d'un article passionnant sur l'Atlantide et puis la diaspora atlante, voilà, avec des illustrations de je ne sais pas si tu le connais, de Florent Humbert. Voilà. C'est Génération Cité d'Or numéro 8. Si ça vous intéresse, c'est en vente sur la boutique de générationcitédor.com. Alors, Yvan, concernant ton livre, du coup, où est-ce qu'on peut le commander? Alors, concrètement, il y a deux possibilités. Une par Amazon, qui est la version ultra condensée, qui fait 175 pages, un truc comme ça. Et une autre version où on vient me voir directement sur ma boîte mail, mokta.is@gmail.com. Et là, c'est la version c'est la version que tu as eue, c'est-à-dire la version de 250 pages, un peu moins, avec dédicace, une litho et le fichier PDF gratuit. Voilà. Ok, bon, on mettra toutes les informations dans la description de la vidéo, pour ceux qui voudraient après, mon Antoine, d'Yvan. je te le dis, moi, ce machin-là, je l'ai fait, pour moi, c'est un one-shot. Je pensais pas que des gens seraient autant intéressés. En vrai, je ne croyais pas à cette affaire-là. Et du coup, je suis un peu dans le schwarz parce que, enfin voilà, parce que je n'y croyais pas moi-même. En tout cas, voilà, je pense que c'est un plaisir de l'avoir entre les mains. C'est toujours plus sympa la version papier que la version PDF, forcément. Et donc, voilà, hein, si vous êtes intéressé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, et bien, on va passer maintenant, on vous a dit en tout début d'émission qu'on allait vous parler de cubes. D'un gros cube. C'est Jérôme, hein, d'un gros cube. Un gros cube. Ou avec peut-être dedans tout un ordinateur, un super ordinateur, vu la taille du cube. C'est pas ce qui est prévu encore dans le projet, mais voilà. Donc j'ai vu ça sur le site de Futura Science. Et ça concerne un nouveau projet de construction en Arabie Saoudite, donc qui s'appellerait le Moukab. On n'est pas loin de Mokta, quoi. Alors Moukab, M-U-K-A-A-B. Donc après le on est quand même assez loin de Mokta, pardon, mais il y a un M, il y a un K, il y a un A. Oh la vache. On parlait de faire des raccourcis. Donc voilà, après le projet qui a fait polémique, tu sais, de cette construction The Line, hein, cette fameuse structure qui doit faire je ne sais combien de kilomètres, que les ingénieurs d'Arabie Saoudite ont l'intention de construire. Et ben, il y a ce nouveau projet aussi qui est dans les cartons chez eux. Donc il s'agirait de la construction d'un immeuble cuboïde de 400 mètres de hauteur et de côté, donc.
le plaçant en 41e position dans le classement des plus hauts du monde. Mais surtout, c'est l'ambition de ce projet pharaonique qui interroge. Créer une zone commerciale géante. Donc, le Moukab comprendra une tour au sommet d'une base en spirale qui sera une destination d'accueil haut de gamme avec une multitude d'attractions commerciales, culturelles et touristiques, ainsi que des unités résidentielles et hôtelières, des espaces commerciaux et des installations de loisirs, a expliqué le fonds d'investissement public saoudien. Donc, le Moukab devra également proposer une expérience holographique représentant des paysages naturels ou des scènes sous-marines, voire futuristes. Donc, le projet qui est dirigé par le prince saoudien Mohammed bin Salman, ce projet devrait être finalisé d'ici 2030. Donc, toutefois, il y a de quoi se poser des questions sur la réelle utilité d'une telle construction et de ses coûts financiers, mais aussi humains et écologiques, bien sûr. Donc, voilà le beau futur projet. J'aurais une petite question à te poser. Est-ce que tu sais en quoi serait fait ce bâtiment, au moins au niveau extérieur? Alors là, on a tu vois, Antoine nous partage une image du projet. Alors, est-ce que ça va être le projet final abouti? Je pense pas. Je sais pas encore de quel aspect vraiment définitif il aura. Ma question, et j'imagine que tu vas parfaitement répondre en ping-pong, c'est dans le temps, est-ce qu'elle durera? Tu vois où je veux en venir. Oui, mais tu sais, hein, au russe. C'est qu'on parle. C'est quoi la devise, par rapport aux pyramides? Les pyramides. L'homme craint le temps, mais le temps craint les pyramides. Voilà, parce que les pyramides. Donc ça sera pas une pyramide, hein, non, ça sera, je ne sais en quel matériau. Bon, moi, quand j'ai vu cette info, ça m'a tout de suite fait penser, je sais pas vous, à la fameuse Jérusalem céleste. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette Jérusalem céleste. Hein, c'était dans les 2 derniers chapitres du livre de l'Apocalypse, où justement, alors ça, j'ai vu ça sur le site jepense.org. Si la Jérusalem terrestre est la capitale du peuple élu, la ville sainte où se situe le temple de Salomon, la Jérusalem céleste comporte une dimension bien supérieure. C'est en effet un lieu merveilleux où les enfants de Dieu pourront vivre leur éternité. Donc la Jérusalem céleste apparaît en songe à Jean de Patmos, dans l'auteur du livre les Apocalypses. Alors voilà comment il décrit justement Jean dans l'Apocalypse, qui signifie révélation, cette fameuse Jérusalem céleste. Alors il dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Ayant la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Alors, c'est pour ça quand on voyait tout à l'heure ce cube, tu me demandais, Yvan, en quelle matière il était fait, je trouvais que ça, tu vois, ça colle pas mal déjà avec cette description que nous fait Jean de Patmos. Et ensuite, il explique, elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Donc, sur les 4 faces de ce cube, il y aurait 3 portes, en fait. Et il précise, la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Donc, en fait, lorsqu'on se représente, c'est un cube.
dans l'Apocalypse, hein, ce que décrit Jean, ce que ces anges lui ont fait voir. Eh bien, voilà, c'est un énorme cube. Donc, Pardon, de 12 000 stades, de 12 000 stades de côté dans la Bible, hein, c'est écrit. Donc, moi, quand j'ai vu cet énorme projet futuriste, là, cet énorme cube, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Pardon, mais je suis seul à avoir peur. Quand j'entends la description du machin, ah la vache. Donc voilà, on arrive à la fin des temps, l'Apocalypse de Jean, et Jean a vu ce cube. Donc en 2030, s'il est finalisé et érigé, voilà, on sera peut-être devant la nouvelle Jérusalem céleste. Oui, et puis il y aura Neom en plus construit pas très loin. Oui, c'est ça, oui. Ah bah en Arabie Saoudite, ils ont des projets sympas. Hein. Est-ce que vous vous souvenez du livre de Philippe Cadic qui s'appelait Le jour où la Terre s'arrêta? Pardon. Alors moi j'ai vu le film. Alors non. Il n'y a pas eu une adaptation. Ah si, il y en a eu, mais il ne faut pas. Il vaut mieux lire le livre. Avec c'était avec Ken Reeves, je crois, le film. Voilà. Et avec le robot qui se démultiplie en petites bébêtes là, qui bouffent tout à la fin. Oui, mais non. Pardon, mais... il y a des fois des animations pour être un adepte de l'œuvre de Philippe Cadic. Mais du coup, oui, il y a donc cette espèce extraterrestre qui débarque sur Terre, qui aide les humains, malgré eux, à s'élever. Je dis malgré eux parce que en fait, ils arrêtent tous les avions en plein vol. Genre, histoire de bien montrer que non, les mecs, essayez même pas, c'est pas la peine. Voilà, on est là. Et en plus de ça, par exemple, ceux qui sont fans de tauromachie, ils leur font subir la douleur de l'animal quand ils le regardent. Du coup, les humains arrêtent toutes ces choses mauvaises. Voilà. Le truc, c'est que ces fameux extraterrestres ne se montrent jamais. À chaque fois, en fait, on est vraiment dans le trip X-Files, c'est-à-dire que les humains arrivent, ils s'assoient à une table face à un miroir sans teint et ils ne voient pas leur interlocuteur. Et le truc, c'est que ces fameux extraterrestres ressemblent à des démons, à l'iconographie des démons. Et eux ont cherché dans le temps comment c'était possible que leur tête soit venue, alors que jamais aucun démon soit venu sur Terre. Et en fait, leur seule explication, c'est de dire, en fait, il y a certains humains qui ont perçu l'avenir et la fin de l'humanité telle qu'on la connaît, avant qu'elle ascensionne. Voilà. Et du coup, ces personnes ont mal compris ce qu'elles ont vu. Et du coup, ont perçu ces êtres comme étant mauvais, méchants, machin, alors que pas du tout. Eux, en fait, leur problème, c'est que ils ont fait une erreur d'évolution, enfin du moins c'est leur point de vue. Ils ont modifié leur génome et du coup ils ne sont plus capables d'ascensionner. Et depuis, en fait, leur seule quête dans la vie, c'est de s'intéresser à qu'est-ce que l'origine, qu'est-ce que la source, qu'est-ce que l'ascension et tout ça. Et du coup, ils viennent pour investiguer sur... Enfin, voilà, c'est Philippe Cadic, vraiment. Dans les auteurs géniaux, Philippe Cadic, Isaac Asimov pour les robots, hein, voilà. Frank Herbert sur les questions des mémoires antérieures. Génial. Je plus sois ces trois auteurs, pas forcément dans cet ordre, mais je plus sois ces trois auteurs. Moi, je mettrais plutôt Asimov, Herbert en premier et Cadic après. Mais de très bonnes références, cher Yvan. Merci. Voilà. Eh bien, écoutez, on a passé une très très bonne émission ensemble. Voilà. La suite, pour ceux vraiment qui voudraient connaître la suite, eh bien ça va se passer sur l'Odyssée d'Ulysse, parce qu'on va évoquer de choses qui pourraient ne pas être
bien perçu ici sur cette plateforme. Dans tous les cas, eh bien, Yvan, on a été ravis de t'accueillir. C'est un vrai plaisir. Et puis alors en plus, tu nous suis depuis les premiers Mimi, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. C'est un vrai plaisir, voilà, d'être aussi en contact avec vous quand on peut l'être. Donc voilà, j'en profite aussi pour vous dire qu'on a mis en ligne l'émission qu'on avait faite en même temps que le numéro 23 sur le festival de la merveille et des mystères qui se passe au mois de mai à côté de Livaro, où on sera présent avec Jérôme. Voilà, si vous souhaitez nous rencontrer, profitez-en. Plus d'informations donc sur la vidéo que j'ai mise en ligne mercredi. Voilà, Yvan, écoute, à bientôt, tu repasses quand tu veux. C'est un plaisir. C'est un vrai plaisir. Comme je te le dis, c'est un vrai gros kiff. En plus, vous m'avez laissé parler. C'est cool. C'est le but, hein. On va pas inviter des gens. Puis bon, tais-toi. Hein, on sait jamais. Vous êtes dans la matrice. Bon, ça va, je pense que tu savais où tu mettais les pieds. Jérôme, eh bien écoute, je te souhaite de passer un bon week-end. Donc, Franck Ferrandis, peut-être la semaine prochaine ? Peut-être, s'il ne m'oublie pas. On verra ça. Voilà, en tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Si vous avez été nombreux à suivre le numéro 24 sur la chaîne Horus. Donc j'espère que vous en avez profité pour aller farfouiller dans toutes les émissions que nous propose Jérôme. Et donc j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour déjà le numéro 26 de Mimi. Voilà. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Merci Yvan. Ciao. À bientôt.